Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour la rétro. Retour sur l'actualité du district. En début de semaine, la fin d'une présidence, celle de Pierre-Alain Bringolf. Il revient sur son année au perchoir du conseil communal de Gland sur le plateau. Ensuite, on donne la parole à Maïva Bentley, la jeunesse qui reprend les commandes du conseil communal de Crassier. Ensuite, en route, en voyage, on attache nos ceintures. On donne la parole au vice-président de la Fédération suisse du voyage, Stéphane Jaillet vous confie toutes les bonnes astuces pour partir en voyage cet été. Enfin, pour terminer, passage de témoins sur notre plateau. Gérald Crétny, président sortant du comité directeur de région de Nyon. À ses côtés, son successeur, le syndic de Duy, Frédéric Mani. Retour en images sur le conseil communal de Gland. Pierre-Alain Bringolf revient sur son année au perchoir et commente les grandes lignes de cette dernière séance avant la pause estivale. Il y a eu la décision sur ce préavis avec un crédit d'études en tout qui portait sur 5 et jusqu'à 7 millions pour la construction, l'agrandissement, les étages sur les collèges et puis l'UAPE. Et je pense que c'est un signal fort également pour les générations futures et de voir que la commune se soucie encore des élèves et des nombreux élèves et de la croissance qui continue encore dans la commune au niveau des habitants et de pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai, il y avait plusieurs votes ce soir et tous des votes staliniens à l'unanimité avec quelques petites abstentions. Mais l'histoire retiendra effectivement ce vote pour le futur concernant les écoles. On va revenir sur cette année, une année difficile marquée par l'histoire, marquée par le Covid. Oui, ça a été assez compliqué. Et je remercie encore une fois l'équipe du bureau qui m'a soutenu dans cette période compliquée où il a fallu beaucoup réfléchir, analyser, calculer les jauges pour pouvoir accueillir tout le monde. Et ça n'a pas facilité la communication entre les personnes, mais finalement entre les séances Zoom et puis la bonne volonté de chacun, on y est parvenu et je pense qu'on a quand même pu garantir que l'exercice démocratique était bien respecté. J'ai quand même retenu qu'il y a un changement un peu de paradigme au niveau des objets qui sont présentés avec davantage de préavis qui concernent le renouvellement, le développement durable et puis je pense que ça devient vraiment un sujet qui est dans l'esprit de tous. Et puis, moi, il y a une chose qui m'a fait très plaisir, parce que ça a été longtemps le serpent de mer au niveau de la commune, ça a été tout le projet du Vieux-Bourg. Et là aussi, je rends hommage à notre municipal sortant, Michael Rohrer, parce que c'est quand même lui qui a piloté ce projet jusqu'ici et qui a fait l'essentiel des démarches et qui a pu donner maintenant cette impulsion qui fait que, bien sûr, on n'est pas encore en train de réaliser ce projet, mais en collaboration également avec les habitants du quartier, je pense qu'on arrivera à une magnifique solution dans les années qui viennent et qu'on aura un superbe Vieux-Bourg. Et c'est très important également pour l'âme même de la commune et de Gland d'avoir un espace commun qui pourra être partagé par tous les habitants et où nous serons fiers d'être glandois. Voilà, et puis aussi un dernier conseil marqué par le départ de plusieurs conseillers, on va dire, historique de ce conseil, des gens qui ont passé près de 20 ans, plus de 20 ans sur les bancs du législatif. Ça aussi, ça renouvelle ce conseil, ça change finalement la configuration des débats. On regrettera évidemment leurs avis sages et puis également la mémoire de toute l'histoire de Gland et de la commune. Mais j'ai beaucoup d'espoir et de confiance également dans la nouvelle génération qui va venir à partir de juillet et à partir du prochain conseil de septembre, avec toutes les nouvelles idées, les projets. Et puis je pense que ça va donner là aussi, puisqu'on a une vingtaine de conseillers, plus de 20 conseillers qui vont rejoindre les nouveaux conseillers qui vont rejoindre les rangs du conseil. Et ça va donner vraiment
un coup de fouet et probablement faire avancer des projets, peut-être dans des directions un peu différentes. Mais tout ça pour le bien de nouveau de notre commune. Voilà, une nouvelle législature qui se donne rendez-vous dès septembre pour sa prochaine séance avec le 2 septembre, hein, c'est ça, avec une nouvelle municipalité et un nouveau président du conseil, ce sera Rasoul Modji. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Peut-être vous avez dit que vous alliez triturer le règlement pour trouver des amendements où il allait devoir se creuser les méninges, mais un conseil du président sortant, nouveau président. Oh non, de conseil je ne me permettrai pas. Il a encore beaucoup plus d'expérience que moi et au niveau politique, et c'est une personne avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler cette année, tout comme les autres membres du bureau, et je lui fais entière confiance. Et puis ça, c'était l'histoire des sous-amendements un peu vicieux, c'était un private joke, vu que lui-même, lors des dernières séances, avait déposé certains amendements qui avaient nécessité un peu de cogitation de ma part pour savoir comment on allait les traiter. Donc je prévois à l'occasion, lorsqu'il sera un peu installé, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Voilà, mais en toute sympathie et en toute amitié. Oui, en toute amitié. À tout juste 23 ans, Maïva Bentley deviendra la future présidente du conseil communal de Crassier. La future présidente avoue n'avoir aucune expérience aux politiques, mais beaucoup de volonté. Nous la recevons aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Maïva. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que le règlement du conseil est devenu votre livre de chevet ? Alors oui, c'est exactement ce que j'ai dit lors du dernier conseil où j'ai assisté en tant que public. Et j'ai pu prendre quelques notes. Et puis justement, l'ancien président m'a donné ces 2 petits livres que je garde, que je dois feuilleter, et j'apprendrai d'ici là. Alors je vous embête un peu, mais c'est vrai que votre histoire, ou en tout cas l'histoire que vous voulez en faire, est très jolie. On va essayer de la raconter un petit peu. Mais avant ça, tout simplement, Maïva Bentley, qui êtes-vous ? Alors, tout simplement Maïva Bentley, 23 ans, et puis toujours dans mon petit village. Comme j'ai dit précédemment, justement, j'adore faire du roller, me balader dans la nature. Et puis, j'ai, je pense, la joie de vivre. J'aime les choses simples. Du coup, très proche de mon pays. Et puis le sport, ça, je ne peux pas l'oublier. Ouais, le sport. D'ailleurs, vous avez vu le match de hier soir? Je suis obligée d'y revenir, parce que c'était notre intro du jour. Vrai. Oui, ce match, où est-ce que vous l'avez vu? Alors, je l'ai vu chez moi. J'étais au téléphone avec un ami, du coup, qui, lui, était du côté français. Et étonnamment, lui, il était aussi pour la Suisse, alors on était sur la même ligne, sur la même longueur d'onde cette fois. Donc vous êtes restés amis, c'est une bonne chose. Voilà, oui, quoi qu'il en soit, moi j'aime la France autant, pas autant, c'est compliqué de dire autant parce qu'on ne compare pas, mais voilà, c'est 2 pays que j'apprécie énormément. Ouais. Maïva, vous êtes fleuriste de formation et vous dites que vous êtes finalement arrivée dans la politique comme une fleur, c'est votre expression. C'est ça. C'est assez drôle, l'histoire qui vous a mené à la politique. Comment ça s'est passé ce soir-là? Expliquez-nous tout. Alors, tout simplement, je suis passée en rentrant du bus devant la ferme, qui est en fait, la ferme appartient à Serge Méli, qui est l'actuel syndic, et qui me connaît depuis tout petite. Et là, il me dit, mais dans 15 minutes, faut y être. Puis moi, je le regarde, ah oui, c'est vrai. Du coup, on s'est vite dépêché, on a eu rendez-vous là-bas. Et puis, on a eu du coup l'insermentation de tout le monde. Et là, c'était un moment très émouvant pour moi parce que c'était une première. Du coup, la main symbolique. Et puis après, justement, il y a eu le moment où il y a eu la future ou le futur président qui est élu. Et du coup, un moment de silence pendant 1 minute. Personne n'a dit quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas essayer parce que personne ne veut. Moi, je suis volontaire. Je vais me lancer. Alors, je regarde à droite, à gauche, je laisse encore la chance à quelqu'un. Et là, je me lève et je dis, volontiers, je le ferai, avec plaisir. Et puis, à ce moment-là, c'était justement, je suis arrivée comme si je ne m'y attendais pas, en fait. Et je pense que c'est une bonne nouvelle expérience qui m'attend. Ouais. Toute nouvelle, c'est sûr. Toute nouvelle, avec beaucoup d'apprentissage. Justement, comment vous vous préparez à cette nouvelle fonction? Alors, justement, moi, j'avais déjà dit au préalable que je me mets beaucoup de pression à moi-même. Du coup, pour, en guillemets, rendre l'appareil au fait que les gens, ils m'ont quand même élue. Ils ont quand même dit, elle, on a confiance en elle. On veut qu'elle nous représente et qu'elle soit là
pour présider le conseil, enfin présider, voilà. Et du coup, moi, je me mets beaucoup de pression et c'est cette pression-là que j'utilise pour apprendre. Parce que plus je vais me mettre dans mon travail, moins j'aurai de pression en me disant « je connais mon sujet ». Et c'est comme les exposés à l'école. Pour moi, j'ai toujours adoré les exposés. Et puis j'aime bien faire présenter, en fait, être devant les gens. J'ai pas peur de prendre la parole. Alors je pense que ça va aller. Et puis les gens, ils savent dans quelle situation, voilà, que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et puis ils sont sympathiques avec moi, ils sont là pour m'aider. Ouais, vous avez cité tout à l'heure le syndic Serge Mély. Lui aussi avait pris la présidence du Conseil à l'âge de 22 ans. On peut également citer Alexandre Legrain qui a fait son entrée à l'exécutif à l'âge de 20 ans et brillamment réélu en mars. Comment on explique à votre avis que les jeunes à Crassier arrivent un peu et cet élan de fraîcheur comme ça dans la politique? Moi, je dirais, pour ma part, c'est le fait que justement on est dans un village où il y a une bonne entente. Et justement, ça ne freine pas les jeunes. Ils se disent, mais pourquoi pas? Les gens sont sympas. C'est pas comme on croit que c'est fermé, la politique. Justement, on se dit, mais c'est un village qui nous permet de commencer sans avoir cette appréhension, je dirais, de stress. Voilà, je me lance. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup. Voilà, j'y suis pas allée à moitié. Mais disons que j'ai pas justement la peur que j'aurais peut-être dans un autre village qui m'est pas autant familier. Ouais. Est-ce que votre but, c'est aussi aujourd'hui de changer le regard qu'ont peut-être les plus anciens sur les jeunes? Oui, sur les jeunes et sur les jeunes qui ne sont pas forcément carrés, lisses. Du coup, moi, je sais que je traîne autant avec les jeunes qui parfois ont des soucis et qui, justement, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on traîne avec certaines personnes qu'on est forcément tous dans la même chose. Et justement, pour pouvoir faire le lien, montrer que les jeunes, ils peuvent être aussi du côté des personnes qui sont justement dans la politique. Du coup, oui, ce serait aussi pour faire le lien et puis continuer ce que Alexandre Legrain a entrepris. Ouais. On vous reçoit ici sur ce plateau, c'est vrai que vous êtes très naturel. Est-ce que vous allez garder ce style de présidence-là? Je le souhaite, en tout cas. Après, c'est clair que quand je serai devant les personnes, même lorsque justement le préfet il m'a laissé la parole lors du premier conseil, j'étais la même chose parce que j'arrive pas à faire autrement. Et je pense que ça aussi, ça peut apaiser justement lors de conseils plus durs sans pour autant partir dans une comédie. Mais voilà, j'aimerais rester naturelle, oui. Ouais, j'imagine qu'on vous a déjà soufflé quelques conseils ou peut-être quelques petits mots. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous appréhendez un petit peu de voir venir? Alors, les dossiers à proprement parler, non. Mais plutôt le fait que justement je suis jeune et que les personnes qui sont dans le conseil, ils sont souvent depuis longtemps. Du coup, une petite jeune qui arrive devant tout le monde, qui dit « s'il vous plaît, asseyez-vous, c'est l'heure ». Mais je me dis que les autres sont là aussi. Et normalement, on est dans un esprit de cohésion. On est tous là pour la même raison. Alors, il n'y a pas de raison que ça aille pas bien. Ouais. La suite de votre carrière, Maëva Bentley, comment est-ce que vous l'envisagez dans la politique ou pas? Alors, dans la politique, pas forcément, parce que ce n'était pas mon but premier. Quand je me suis lancée là-dedans, c'était vraiment pour mon village et pour avoir une nouvelle expérience et montrer que les jeunes sont là aussi. Du coup, ce n'était pas pour avoir une ligne tracée jusqu'à un avenir prometteur ou pas. C'était vraiment pour ma commune, quoi. Du coup, vos aspirations, ce sont lesquelles, professionnellement parlant? Alors, moi, de base, j'ai toujours rêvé d'être policière. Et puis après coup, je me suis dit, je suis quand même quelqu'un de sensible, je ne vais pas me le cacher. Et j'ai beaucoup de passion. Du coup, pourquoi pas essayer de vivre de mes passions en étant à mon compte. Et du coup, c'est encore pour l'instant vague. Et je me laisse guider, surfer sur la vague. On espère en tout cas surfer sur cette vague et profiter aussi d'en savoir plus sur Crassier avec vous prochainement, présidente du conseil communal, future présidente Maëva Bentley. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. Merci, c'était très agréable. Plus que quelques semaines, quelques jours, voire quelques heures pour certains avant de partir en vacances. Mais dans quel pays pourra-t-on voyager? Faut-il être vacciné? Quelles sont les recommandations? Beaucoup de questions qu'on aura aujourd'hui à poser à notre invité. Stéphane Jaillet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes le vice-président de la Fédération suisse du voyage. Alors, faites-nous rêver cet été, vous partez où? Alors, moi, je pars à Ibiza, en famille, avec une copine de ma fille qui a 13 ans, parce qu'à 13-14 ans, alors on ne peut pas encore rentrer dans les clubs, que ce soit sanitaire, et ça on en discutera peut-être tout à l'heure, mais au niveau âge. Mais on va à Ibiza et on part dans 10 jours.
Donc, comme quoi... Avec les tongs à la main, les pieds dans le sable et puis quelques bonnes musiques. Ouais, comme quoi, vous n'êtes pas tout à fait sage, c'est-à-dire, plus sérieusement, l'année dernière, c'est vrai que le message politique, c'était voyager en Suisse, rester en Suisse. À votre avis, est-ce que la population suivra ces mêmes recommandations cette année? Oui, alors, suivre une recommandation, c'est peut-être un peu différent. J'aime à dire qu'on est complémentaire entre notre corporation qui envoie les gens à l'étranger et puis justement le produit suisse, la thématique suisse et les voyages en Suisse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert, malheureusement ou heureusement, la Suisse l'année passée, qui vont refaire cette même expérience, mais il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient justement respirer un peu d'air iodé, avoir les deux pieds dans la mer. Et c'est vrai que ceux-là ont déjà fait ou font la démarche maintenant de faire leur réservation. Ouais, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a plus de réservations, moins? Quels sont les pays choisis? Alors, au niveau des pays, on reste vraiment sur le bassin méditerranéen, on reste vraiment sur des vols directs relativement court courrier, entre 1 heure et 3 heures. Là, c'est vraiment ce qui se dégage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ de Genève, on n'a que 60% de l'offre qu'on avait en 2019. Et c'est ce mécanisme d'offre et de demande qui fait que les prix, malheureusement, sont en train de prendre l'ascenseur. Mais sur les destinations choisies, c'est vraiment un focus sur le bassin méditerranéen. Oui, est-ce que ce fameux passeport vaccinal est en train de relancer la machine? Alors oui, on a eu tous ces effets d'annonce, de contre-annonce, que ce soit de notre Conseil fédéral ou que ce soit des différents pays. Ce n'est pas encore fini. On a eu justement au Portugal, il y a 10 jours, une situation un petit peu de flou artistique. Et c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans une certaine brume, mais les annonces qui ont été faites valident maintenant ces décisions de partir à l'étranger. Oui, mais par rapport à cet outil du passeport vaccinal, votre analyse sur cet outil, ça serait laquelle? Alors c'est un outil qui est extrêmement porteur. C'est un outil qui doit encore être avalisé au niveau européen par rapport à notre logiciel suisse, mais c'est effectivement un sésame pour pouvoir partir en vacances. Alors, par rapport à la Fédération suisse du voyage cet été, quelles sont ses recommandations? Alors, les recommandations, c'est évidemment de s'appuyer sur notre secteur d'activité, donc les agences de voyage qui ont cette expertise, qui ont cette objectivité, qui ont toutes les cartes en main pour donner une sécurité et un côté serein à la personne qui aimerait partir en voyage, que ce soit dans sa famille ou que ce soit pour découvrir de nouvelles contrées. Donc vraiment, de s'appuyer. On ne peut pas donner une liste exhaustive de toutes les conditions, de tous les pays qui sont accessibles ou qui vont être accessibles, mais c'est vrai qu'en allant chercher le conseil et la valeur ajoutée auprès de notre secteur d'activité, on part déjà un peu plus serein avec les bonnes cartes en main. Alors c'est sûr que vous avez l'expérience d'une année derrière vous, mais qu'est-ce qui a changé à votre avis dans le milieu touristique depuis? Alors, outre le fait qu'on a dû faire des classeurs avec des listings de différents laboratoires qui pouvaient faire des PCR dans tous les pays concernés, non, blague à part, c'est vrai qu'on a vu, grâce aux médias, grâce à NRTV aussi, une mise en lumière de notre secteur d'activité. Donc, on a beaucoup plus de personnes qui viennent dans les agences de voyage pour aller chercher ce conseil. On parle d'un 40 à 50% de plus de personnes qui nous sollicitent, si on le compare à l'année 2019. Donc là, on a vraiment évolué par rapport au secteur d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'imagine encore plus de travail administratif pour votre secteur. Alors, on a l'habitude, avec tout ce qui est géopolitique, avec tout ce qui est politique tout court ou sanitaire, on a l'habitude d'offrir ou de donner ou de mettre à disposition des conseils. Ces conseils, évidemment, il faut aller les chercher, il faut aller les contrôler. Donc oui, il y a un travail administratif et c'est pour ça que les agences de voyage qui font partie de la fédération, mais surtout d'un fonds de garantie, se doivent aussi d'appliquer certains frais de dossier pour justement compenser toute cette énergie et cet aspect un peu chronophage pour aller chercher la bonne information pour la bonne personne, pour la bonne destination. Et vous le disiez, c'est un milieu qui a beaucoup souffert de cette crise, qui a été très touché. Aujourd'hui, comment il se porte, ce secteur professionnel? Alors, ce secteur a été effectivement très chahuté. On pensait perdre des milliers d'emplois grâce à l'outil de la Confédération, l'outil des cantons,
que ce soit les RHT, mais aussi les indemnités à fonds perdus, le pré-Covid, tous ces soutiens-là, même si on vous étiez là, hein, vous étiez derrière, vous n'avez pas lâché le morceau. Exactement, on n'a rien lâché, on ne lâche toujours pas, puisque pas tout est fini, on est encore dans des processus d'aide, mais c'est vrai que tous ces outils ont permis de juguler ces personnes qui auraient pu partir au chômage dans notre secteur d'activité. On a pu garder les compétences, on a pu garder les connaissances, et ça c'est aussi une valeur ajoutée et un aspect très positif de la gestion de la crise. J'aime toujours le dire, avec la crise, il y a le côté PCR, ça c'est le côté sanitaire, mais le PCR pour nous c'est proactif, créatif et réactif, et c'est vrai que notre secteur d'activité a appliqué ce processus. Comme quoi, finalement, si on vous écoute, c'est possible de partir en vacances et c'est finalement assez simple, il faut simplement se confier aux professionnels, on le sait. D'ailleurs, pourquoi vous nous dites ça? On ferme d'ailleurs le volet vacances pour passer une petite mise en bouche concernant le mondial de fondu, puisque vous en êtes le président. 4e édition reportée à 2023. Aïe, on aura encore le ventre vide longtemps. Alors, aïe, il y en a un peu dans les caclons de temps en temps. Il a la réponse. Mais oui, on est parti sur 23. Pourquoi? Parce que pour avoir une édition en 21, il aurait fallu déjà lancer la machine à la fin de l'été 2020. Aucune perspective, aucune visibilité pour 21. Donc, on est parti sur 23. On était parti sur 22 pour jouer la transparence avec vos téléspectateurs. On était parti sur 22, mais on a été approché par le canton de Fribourg. Et il va y avoir une petite surprise qui va être annoncée à la rentrée en septembre. Et on va jouer de la complémentarité et de la synergie entre le mondial de fondu 2023, 4e édition, qui va encore être plus belle, mais j'espère être invité pour en parler sur votre plateau. Mais on espère aussi. Hein. D'ailleurs, vous invitez à avoir le caclon de la fondue ici sur le plateau, parce que c'est vrai que c'est une tradition chez NRTV. C'est devenu une tradition, bah oui, tout exactement. À fait. Mais plus sérieusement, c'est vrai que vous avez trouvé, on a envie de dire, la bonne astuce, parce que voilà, des sélections internationales vont avoir lieu, prévues en 2022 en France, au Canada et même au Brésil. Finalement, vous avez trouvé l'astuce pour voyager, encore une fois. Il faut mettre en lumière notre secteur d'activité. Alors, on n'a pas encore finalisé le tout, mais c'est vrai que c'est des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui vont donner encore un peu plus de notoriété, on va dire, au mondial de fondu, mais surtout à la région de Nyon, et puis évidemment au vin de Tartenien qui accompagne magnifiquement bien une bonne fondue. Ouais, plusieurs manifestations vont être prévues aussi dans plusieurs cantons. Quelques dates à nous donner peut-être? Alors, ce sera en novembre 2022. Ouais. Comme la plupart des fans suivent notre caclon géant, et vous en avez aussi parlé, ce caclon va être un petit peu notre signature, va tourner dans différents événements. Il va aller à Lausanne pour le Beau Noël, donc pour la grande fête, pour autant qu'on puisse le faire de Noël sur Lausanne, et puis quelques arrêts dans des grands clubs lausannois pour justement donner ce côté dynamique, ce côté partage, ce côté convivialité que porte cet événement du mondial de fondu. Parce que c'est une affaire sérieuse. D'ailleurs, autre changement, l'organisation sera reprise par une société anonyme, même si elle reste en main du groupement des vignerons des Tarteniens. Pourquoi professionnaliser la structure? Alors, on est en phase 2. Ce n'est pas une société anonyme, ce sera une SARL. Ça doit être encore évidemment validé par le groupement des vignerons, qui est propriétaire de la marque et de l'événement. Mais on a atteint les limites des miliciens. Si on veut pérenniser, si on veut continuer sur cette belle histoire qu'on a lancée en tant que milicien, il faut maintenant professionnaliser ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et si en plus on part sur l'international, là, il faut vraiment de la sécurité sur ce concept qui vaut la peine d'être développé à ce niveau-là. On y revient. Voyager en toute sécurité, ce sera notre conclusion, notre mot de fin. Stéphane Jaillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment de l'invitation. La région de Nyon dresse un bilan intense en amélioration au lendemain de la séance d'installation du conseil intercommunal. Nous recevons sur le plateau le président sortant du comité directeur, Gérald Crétny. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis le successeur, enfin, on le connaît, même si on avait déjà entendu quelques petits bruits. Frédéric Mani, syndic de Duy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Félicitations. Je vous entendais dire, lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau, que hier, vous aviez porté une cravate en l'honneur de M. Gérald Crétny. Comment est-ce qu'on choisit cette cravate en l'honneur de M. Crétny? Par rapport à une couleur de parti.
D'accord, tout simplement. Donc vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir aux images ici derrière nous. Frédéric Magny, vous disiez que ce poste nécessiterait forcément un réaménagement, une réorganisation de votre vie professionnelle mais aussi familiale. Vous y attachez beaucoup d'importance. J'imagine qu'il y a eu quelques négociations à la maison. Alors, tout s'est organisé il y a déjà plusieurs semaines sur d'éventuels accès à cette fonction pour confirmer que les priorités sont familiales afin de garder le cadre de vie pour ma femme et ma fille. Et puis, les concessions sont que les objectifs éventuels politiques d'autres instances... Qu'est-ce qui vous a convaincu, justement ? De faire des choix ou d'accéder à cette fonction. C'est la continuité de vouloir m'investir pour la région et puis de pouvoir être dans le concret et puis de faire porter des projets jusqu'à l'aboutissement. C'est quelque chose qui est valorisant à la fois pour l'extérieur, mais pour soi-même aussi. Il faut penser un peu à soi-même. Et raison pour laquelle je m'attache beaucoup à m'investir dans des fonctions plus d'exécutif que de législatif. Gérald Crétny, bien vous êtes à la tête de la région depuis 2011, 2 législatures derrière vous. J'imagine qu'à la maison, on était content de pouvoir vous retrouver. Alors oui, je crois que mon épouse est très contente, ça m'a fait d'ailleurs plaisir quand même. C'est vrai que c'était un très gros investissement à côté bien sûr de la syndicature, donc je crois que ça va faire du bien de pouvoir lâcher un peu. Et puis d'autant plus que je pars vraiment confiance avec manifestement une équipe intéressante qui se profile pour reprendre cette nouvelle législature. Ouais, on aura peut-être l'occasion de reparler de cette équipe d'ici quelques instants. Mais après ces 2 législatures, Gérald Crétny, quelle serait de manière personnelle votre plus belle réussite et votre plus gros échec ? Je ne m'attendais pas à ces questions-là. La plus belle réussite, je pense que c'est le fait d'avoir réussi à passer à travers un certain nombre de difficultés, parce qu'on a connu aussi des difficultés au niveau de la région, et de pouvoir maintenant beaucoup mieux placer la région comme véritablement l'outil du travail ensemble pour les communes de ce district. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Nous sommes encore dans un district qui se développe, nous sommes dans un district qui a quelques défis extrêmement importants. Si je prends l'environnement, où vous avez très clairement une production de CO2 par tête d'habitant qui est presque le double de celle des habitants français ou des habitants genevois pour la région de Genève. On voit qu'il y a encore de la marge de progression qui est importante, et pour ça, il faut qu'on se mette ensemble. L'environnement, la transition écologique, mais la mobilité aussi, ce sera 2 gros enjeux pour la prochaine législature. Mais pour revenir justement à ce parcours, votre parcours, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu aussi quelques difficultés. Si on devait signaler le gros échec, ou en tout cas celui qui fait qu'aujourd'hui encore il y ait peut-être des séquelles à la région de Nyon et qu'il faudra aussi travailler, ou en tout cas continuer à travailler, ça serait lequel ? Bon, on a eu le départ de 4 communes. Je pense que... alors, bien sûr que c'est un échec. En même temps, je pense que c'est aussi une chance quelque part, parce que d'abord, ça n'inscrit pas ces départs dans un avenir de 50 ans. On ne sait pas ce qui peut arriver, elles peuvent parfaitement revenir. Et puis, le fait de ce qui s'est passé avec ces communes fait que nous avons beaucoup réfléchi, nous avons eu des réflexions très intenses sur l'organisation de la région, sur ses compétences, sur la transparence que doit avoir la région. Et je pense que là, on gagne tout à fait en valeur au niveau régional. Ouais, c'est ce qui revient d'ailleurs dans votre bilan, 2 axes, l'un opérationnel, l'autre institutionnel. Et puis si on regarde la cartographie, justement, puisque vous parliez de ces 4 communes qui est là, qui est aussi intéressante à regarder, à analyser. Frédéric Magny, est-ce que ces petits trous, ces zones grises comme ça, est-ce que vous avez peut-être envie d'aller les chercher ? Il faut garder le lien avec eux. Il faut leur expliquer quels sont les projets de la région pour la prochaine législature, mais même au-delà, et quelle est l'importance d'être fédéré.
on a des enjeux majeurs, non pas à 2020 ou 2030, mais on parle déjà de 2040, voire au-delà. Et il est important pour développer notre région, la maintenir toujours dynamique, d'être fédérée. Et c'est vraiment le lien entre toutes les communes qui est principal. Maintenant, ces communes qui ont décidé de quitter pour certaines raisons, il faut comprendre, regarder ce que la région peut aussi leur rapporter. Il ne faut pas seulement attendre qu'elles veuillent bien changer d'avis. Il faut les convaincre, mais savoir pourquoi elles ont quitté et puis comment la région peut agir ou peut améliorer sa communication. C'était le premier point qui était souvent ressorti. C'était un manque de compréhension de vraiment l'utilité de la région. Ouais. Et beaucoup de communes se sont rendues compte qu'il est essentiel d'avoir une association telle que la nôtre pour aller chercher des fonds ailleurs et pour pouvoir ramener du financement pour les grosses infrastructures, pour l'environnement, la mobilité et autres. Ouais, l'argent, le nerf de la guerre, justement, le mécanisme de financement, on sait que ça a fait aussi pas mal de troubles à la région de Nyon, mais pour rester sur du positif, vous disiez qu'il fallait fédérer ces régions, cette région. En tant que président du comité directeur, forcément vous en êtes le fédérateur. Vous dites d'ailleurs dans votre présentation, mes valeurs sont fortes, tout comme ma personnalité. À l'inverse, Gérald Crétny, on vous avait entendu dire d'ailleurs sur ce plateau qu'il était important de ne pas personnaliser une fonction. Quel conseil donc vous avez à donner à Frédéric Mani? Alors, la question de la personnalisation, je pense qu'il y a d'une part la durée. Je pense, alors je ne sais pas quels seront les vœux de Frédéric au bout de 5 ans, mais je pense qu'il doit y avoir aussi une forme de confiance mutuelle entre les communes et savoir que quelqu'un d'autre peut aussi diriger à notre place. Et ça, c'est important à un moment donné de pouvoir le partager. Il ne faut pas que le CODIR... On me disait hier, d'ailleurs avant l'élection, on me disait mais le CODIR finalement est en danger, il risque de perdre beaucoup de membres, etc. Donc il y a un fort changement. Moi, je suis très heureux de ces changements parce que je pense que c'est justement des regards frais qui arrivent. Ça permet de mobiliser d'autres communes aussi directement au sein du CODIR et on a un éclairage plus clair, plus large de la région. Et vous donnez un conseil très pratique à Frédéric Mani aussi en commençant ce plateau, c'est de créer un groupe WhatsApp. Finalement, la communication est importante. Donc voilà, tout bête, mais c'est vrai que ça peut être tout de suite un bon conseil. Je vous embête, mais pour revenir plus sérieusement à la répartition des dicastères, puisqu'elle aura lieu aujourd'hui en fin de journée. Plusieurs postes, plusieurs fonctions, plusieurs personnalités, disons-le, sont en jeu. Aujourd'hui, on sait que le problème, ce pourrait être le dicaster de la mobilité. Quel serait peut-être votre conseil, Gérald Crétny? Comment on attribue ces dicasters-là? Est-ce que les anciens auraient la priorité? Est-ce qu'on attribue ces fonctions en fonction du parcours, de l'expérience professionnelle? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Moi, je dirais qu'un dicaster tel que la mobilité, puisque vous parlez de ça, mais ça nous permet de montrer qu'il y a des dicasters qui sont certainement un petit peu plus légers que d'autres qui sont nettement plus lourds. Un dicaster comme la mobilité est un dicaster qui est lourd, mais qui est lourd également en richesse. C'est-à-dire que vous allez travailler au niveau régional, vous allez travailler avec le Grand Genève, vous allez travailler dans un domaine qui est le domaine du futur. Le fait de pouvoir faire du transfert modal est véritablement important. On n'aura pas les moyens de construire encore 10 000 routes dans notre région, donc il faut... On sait d'ailleurs que jusqu'à 2026, les plans directeurs cantonaux de Vaud et Genève doivent être faits. Donc forcément, la mobilité, c'est un gros enjeu. Frédéric Mani, vous en savez d'ailleurs quelque chose. Comment justement constituer cette carte, faire en sorte que cette route de contournement, on sait qu'elle arrive aussi, que ça fait partie des gros enjeux pour cette région. Comment fédérer toutes ces régions, peut-être les plus petites communes aussi, dans un projet comme ça? Alors, la mobilité, on pense souvent les transports publics. Je pense que c'était un des gros points forts de la législature qui vient de se terminer. On doit continuer de maintenir cette richesse de transport public. Mais il n'y a pas que transport public, les bus, il y a aussi le ferroviaire. Le ferroviaire, jusqu'à maintenant, on a donné beaucoup d'importance à l'axe Lausanne-Genève.
mais la valeur de notre district, il y a aussi l'Union Saint-Sergue. Et la volonté, c'est de valoriser tout l'axe d'Union Saint-Sergue. Et par chance, ça passe par certaines communes qui ne sont pas encore adhérentes à la région, mais qui verront peut-être un intérêt de rejoindre la région pour se fédérer, pour développer cet axe et le développement économique et de l'habitat sur l'axe d'Union Saint-Sergue. Gérald Crétny, on peut dire que le discours de Frédéric Magny est bon, hein. Verticalité, horizontalité, tout y est. Absolument. Absolument, rien à dire. Bon, un petit éclaircissement peut-être aussi par rapport à ce bilan de législature. Vous avez approché la thématique de la mobilité, de l'environnement. On peut aussi citer aussi l'aspect culture. Vous allez peut-être m'éclairer sur un point. Il est écrit, on observe un élargissement du budget des activités culturelles soutenues. Or, lorsque on s'intéresse au budget 2021, on peut lire que la participation de la région de Nyon aux conventions ainsi qu'au soutien régulier est en baisse par rapport au budget 2020. Par rapport à la culture, du coup, où est-ce qu'on en est? Augmentation, baisse? Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? C'est peut-être une diversification plutôt du budget, des sources budgétaires, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a estimé qu'un certain nombre de projets culturels sont aussi des projets touristiques. C'est aussi des projets qui finalement permettent au tourisme d'être plus attractif. Et à ce niveau-là, on utilise aussi le fonds produit par les taxes de séjour pour pouvoir alimenter également ces subsides culturels. Et plus de budget ou moins? Alors, au total, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble également des aides particulières, etc., on arrive, je dirais qu'on a réussi à maintenir le niveau. Parce que c'est vrai que c'est aussi des dossiers où on dit a priori qu'ils sont plus légers. Vous parliez de dossiers lourds, mais c'est vrai que plusieurs enjeux aussi auront lieu pour la région. On sait que la région finance aussi plusieurs institutions culturelles. Si on devait peut-être donner une attribution, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que vous verriez bien à ce poste? Il y a plusieurs personnes qui ont fait le vœu, donc j'attends de voir tout à l'heure. Je ne vais pas me prononcer pour ne pas favoriser l'un ou l'autre. D'accord, très bien. Bon, on ne saura rien d'ici là, on aura essayé. Hein. On sait que plusieurs enjeux se font autour de plusieurs domaines. Finalement, un mot pour terminer cette interview. Frédéric Magny, voilà, la cravate en l'honneur de Gérald Crétny, mais peut-être un mot à lui dire après le conseil que vous avez reçu bien avisé. Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour le travail qui a été fait. Merci pour la collaboration depuis 2017. J'ai appris beaucoup avec Gérald. Il y a eu beaucoup de discussions, pas forcément toujours le même avis, mais il y a eu la chance d'avoir quelqu'un qui prenait le temps d'expliquer et de discuter et puis de convaincre. Et là derrière, merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté, tout ce que tu as apporté au sein du CODIR, mais également à la région. Je pense que toute notre région, district complet, que ce soit les adhérents ou les non-adhérents à la région, peuvent dire merci à Gérald parce qu'il a eu un impact indirect ou direct sur toutes les communes. Donc il va falloir faire mieux, un sacré enjeu en tout cas. On vous souhaite le meilleur à tous deux, messieurs. Gérald Crétny, Frédéric Magny, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour la rétro de cette semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie tout au long de cette saison également. À tous, un très bel été. Profitez pour voyager, pour vous détendre de la culture, du sport dans la région, mais pas que. Prenez soin de vous. À bientôt.